Bienvenue dans Au cœur de la fabrication de demain. Aujourd'hui, on plonge dans un face-à-face assez spectaculaire. D'un côté, l'ingénierie aéronautique la plus pointue, de l'autre, la puissance brute sauvage de la nature. C'est le combat permanent entre nos avions et la foudre. Regardez cet avion. Ce n'est pas n'importe lequel. C'est un F-106B. Et dans les années 80, la NASA lui a donné une mission un peu folle. Au lieu d'éviter les orages, son boulot, c'était de foncer droit dedans, délibérément. Un vrai chasseur de foudre, pour tenter de percer ses secrets. 72. C'est le nombre de fois que cet avion a été frappé par la foudre, en un seul et unique vol. C'est un record absolu. Ce chiffre, il est dingue, mais il nous donne une idée très concrète de l'énorme défi que représente la foudre pour les ingénieurs aéronautiques. Alors, comment on en est arrivé là ? Comment est-on passé de la peur bleue de la foudre à des avions qui peuvent, en principe, la traverser sans broncher ? Voilà le programme. On va commencer par un peu d'histoire, avec les dieux du ciel et nos oiseaux de métal, puis on ira chasser l'orage pour comprendre la science, on verra ensuite le parcours du combattant de la certification, l'énigme des nouveaux matériaux composites, et enfin, on se projettera vers les ciels de demain. Allez, on attaque. Dieu du ciel et oiseaux de métal. La foudre, ça a toujours fasciné et terrifié l'humanité. Une vraie démonstration de force de la nature. Mais quand on a commencé à envoyer des machines dans le ciel, eh bien cette peur ancestrale s'est transformée en un problème d'ingénierie bien réel, bien concret. Cette histoire, elle a des dates clés, des moments charnières. Ça commence au XVIIIe siècle avec Benjamin Franklin et son fameux cerf-volant. Puis on avance jusqu'en 1929 avec le premier crash d'avion que l'on suspecte être dû à la foudre. Mais le vrai tournant, le drame qui a tout changé, c'est en 1963, le crash du vol Panam 214. 81 morts. C'est après ça que les choses ont vraiment bougé, avec les grands programmes de recherche dans les années 80. Le crash du Panam 214, ça a été un véritable électrochoc pour toute l'industrie. Un éclair frappe une aile et ça enflamme les vapeurs de kérosène. C'était un signal d'alarme terrible. À partir de ce moment-là, la foudre n'était plus juste un danger connu, c'est devenu une priorité absolue, non négociable. Alors, face à ce défi immense, la science s'est mise en ordre de marche. On ne pouvait plus se contenter de constater les dégâts, non. Il fallait aller au cœur du phénomène, comprendre la physique même de la foudre pour espérer, un jour, la contrer. Mais au fait, comment ça marche un orage ? Comment un simple nuage peut devenir une telle menace électrique ? Eh bien, tout se joue à l'intérieur. C'est un peu comme une gigantesque machine à laver céleste. Des particules de glace sont brassées dans tous les sens, elles se cognent et ces collisions séparent les charges électriques. Le nuage se transforme littéralement en une batterie géante suspendue au-dessus de nos têtes. Le processus est assez simple en fait en 3 étapes. 1. La séparation des charges. Les petites particules positives montent, les grosses négatives descendent. C'est le tri. 2. L'intensification du champ. Cette séparation crée une tension électrique énorme de plus en plus forte. Et 3. La rupture. L'air, qui est normalement un isolant, ne peut plus tenir. Il craque et bam, c'est l'éclair, la décharge massive. Et c'est précisément pour aller voir ce processus de près que le fameux F-106B a été envoyé au combat. Les leçons tirées de ces vols sont juste incroyables. On a découvert que l'avion, bien souvent, ne fait pas que subir la foudre. Non, il la déclenche lui-même. Sa carcasse métallique, en passant dans ce champ électrique surpuissant, peut provoquer la décharge. Une révélation énorme pour les concepteurs. Ok, donc maintenant qu'on comprend mieux la menace, il faut s'en protéger. Et pour ça, les constructeurs et les autorités ont mis en place ce qu'on peut appeler un véritable parcours du combattant, la certification. L'idée, c'est de concevoir pour l'impensable. Pour qu'un avion ait le droit de voler, il lui faut un papier, un seul, mais c'est le plus important de tous. Le certificat de type, c'est le sésame. Sans ça, l'avion reste au hangar. C'est en quelque sorte le diplôme qui atteste que sa conception est sûre et respecte toutes les normes. Et obtenir ce diplôme, ce n'est pas une mince affaire. C'est un marathon qui peut durer des années. Il y a 4 grandes étapes. Ça commence par une présentation du projet. Ensuite, on établit une feuille de route des tests à faire. Puis vient la phase la plus longue, la démonstration. Là, c'est un mélange d'analyse, de simulation et surtout de tests physiques bien réels. Et seulement à la fin, si tout est bon, l'autorité délivre le fameux certificat. Et dans la longue liste d'exigences, celle sur la foudre est aussi simple dans sa formulation qu'elle est incroyablement difficile à atteindre. La voilà. L'avion doit être protégé contre les effets catastrophiques de la foudre. C'est tout. Pas de peut-être, pas de si possible. C'est une obligation. Alors, protéger, ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien, ça veut dire être capable de survivre à ça. Ce graphique, c'est l'environnement de foudre de test. On ne teste pas un avion contre un petit éclair, non. On le teste contre le pire scénario possible, une sorte de super foudre avec des décharges multiples, des courants très intenses, la tempête parfaite. Et l'avion doit y résister. Et c'est là qu'on arrive au cœur de notre sujet.
au cœur de la fabrication de demain. Parce qu'une des plus grandes révolutions de l'aéronautique, les matériaux composites, a créé un énorme casse-tête pour la protection contre la foudre. C'est le paradoxe du progrès. Prenez un avion récent, comme l'Airbus A350. Regardez sa composition. Plus de la moitié, 53%, ce sont des matériaux composites. C'est d'énorme. C'est génial pour rendre l'avion plus léger et donc pour qu'il consomme moins de carburant. Une vraie révolution. Oui, mais il y a un mais, et il est de taille. L'aluminium, le bon vieil alu, est un super conducteur d'électricité. Quand la foudre frappe, le courant glisse dessus et ressort de l'autre côté. C'est l'effet cage de Faraday. Le composite de carbone, lui, c'est tout l'inverse. Il est 1000 fois moins conducteur. Donc le courant ne sait pas par où passer, il peut causer des dégâts terribles. La solution des ingénieurs, eh bien, si le matériau n'est pas conducteur, on va lui ajouter une couche conductrice. Sous la peinture, cachée dans la structure en composite, on intègre une sorte de bouclier, un treillis métallique très fin, comme une moustiquaire, en cuivre. Ce maillage va servir de chemin pour la foudre. Il va la guider en toute sécurité tout autour de l'avion. Évidemment, ce bouclier, il a un coût, et pas des moindres. Sur un Boeing 787, ça ajoute environ 3,5 tonnes. Ça peut paraître peu, mais sur un an, ça représente plus de 360 tonnes de carburant en plus. Sans parler du coût de la certification, qui a été multiplié par 10 à cause de cette complexité. C'est le prix à payer pour avoir des avions à la fois légers et sûrs. Et l'histoire ne s'arrête pas là. On regarde maintenant vers l'avenir, car les prochains avions, avec leur design complètement fou, posent de toutes nouvelles questions. On entre dans l'ère des ciels futurs, et il va falloir inventer les boucliers du futur. Regardez-moi ces engins. Des taxis aériens, des ailes volantes, on est loin, très loin du classique tube avec des ailes. Le problème, c'est que toutes nos connaissances sur la foudre sont basées sur cette forme traditionnelle. Sur une aile volante, par exemple, où est-ce que la foudre va frapper? Par où le courant va-t-il passer? On repart presque de zéro. Et c'est ça le vrai défi. Comme le dit cette citation, ces nouvelles architectures remettent en question les méthodes de certification traditionnelles qui s'appuient largement sur le retour d'expérience. Tout notre savoir est basé sur l'expérience passée. Mais pour ces nouvelles formes, cette expérience, elle n'existe pas encore. C'est le grand inconnu. Ce qui nous amène à la question finale, la grande question pour la fabrication de demain. À mesure que les designs de nos avions deviennent de plus en plus audacieux, comment fait-on pour déjouer par l'ingénierie la fureur de la nature? C'est une course sans fin entre l'innovation humaine et la puissance du ciel. La question est, arrivera-t-on toujours à garder une longueur d'avance?